Bonsoir et bienvenue dans votre émission Invité de la semaine. Et ce soir, nous allons faire plus ample connaissance avec une invitée. Elle est à la tête de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Imane Aliamidi Chanfi est avec nous. Madame, c'est notre invitée de ce soir. Madame, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai fait une présentation succincte, mais d'abord, dites-nous qui est Imane Aliamidi Chanfi. Bonsoir M. Baudine et merci de m'accueillir sur le plateau de l'invité de la semaine. Alors qui est Imane Aliamidi Chanfi? C'est une fille du pays, originaire de Mayotte par mon père et originaire d'Anjouan par ma mère. Je suis née à Strasbourg, j'ai vécu en Allemagne avant de revenir avec mon père dans les valises en 1986 à Mayotte où j'ai fait toute ma scolarité, collège, lycée. Je suis partie faire des études ensuite en métropole et je suis revenue en ayant passé un concours national pour participer au développement économique et social de Mayotte. En quelques mots, voilà. Alors, ce parcours scolaire et universitaire en métropole, vous avez fait quoi comme études? Alors donc après un bac ES passé à Mayotte, alors si je le dis ça donne mon âge, mais bon c'est pas grave, je le dis quand même. Moi aussi j'ai fait bac ES. Ah bah alors c'est les meilleurs. En 1993, je suis partie d'abord en prépa HEC à Paris. Ensuite j'ai fait du droit, que j'ai commencé à Paris, j'ai fini à Poitiers. Après ma maîtrise en droit des affaires, je suis revenue à Mayotte où j'ai intégré à l'époque la toute jeune CPS, c'était en train de se transformer en CSSM en 2003. Et puis après 4 ans passés à la CSSM, j'ai passé le concours national de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui forme les cadres dirigeants de la sécurité sociale. Et j'ai été la première en 2008 à obtenir ce concours, enfin en 2009 pardon, à obtenir ce concours, la première de Mayotte. Alors, dans votre enfance, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce que vous gardez comme anecdote la plus marquante? Alors là, il y en a plusieurs, mais je retiendrai surtout le partage avec ma grand-mère à l'époque, puisque ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le développement très très rapide de Mayotte. Je le revois avec les yeux de ma grand-mère. Et je me souviens une fois, on était en train de regarder l'arrivée de la télé à Mayotte, donc c'est pour ça que je pense à Mayotte Première à l'époque RFO, où elle me disait mais ces gens-là sont dans la boîte, tout ça, etc. Donc c'était assez marrant. Je retiens aussi sur mon enfance et mon collège et ma partie lycée à Mayotte beaucoup de sérénité, de quiétude et une joie de vivre que nous avions tous à l'époque, que je trouve un peu perdue malheureusement quand je vois avec mes enfants aujourd'hui, où on vit un peu plus... Bon, voilà, un peu plus difficilement en tout cas à Mayotte aujourd'hui. Alors le fait d'avoir vécu à Strasbourg, en Allemagne et à Mayotte, que gardez-vous comme expérience pendant tout ce trajet? Le partage avec les gens. Moi, quel que soit le lieu, finalement, on se rend compte que les personnes sont les plus importantes à retenir dans des endroits différents. Donc Strasbourg, c'était ma petite enfance, hein, donc j'ai des souvenirs assez vagues, mais l'Allemagne, ça a été surtout le côté très carré. Alors mon père est un ancien militaire, donc je l'ai retrouvé aussi avec ça. Et puis j'ai vécu un peu à La Réunion également, avant de revenir à Mayotte, mais je regarde plutôt d'excellents souvenirs de mon enfance sur Mayotte que sur les autres territoires. Alors, le monde associatif, est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Vous êtes dans une association, vous, en ce moment, est-ce que vous êtes militante, outre votre vie professionnelle, qu'on aura l'occasion d'y revenir rapidement? Ah non, je ne suis pas militante actuellement, je suis militante dans mon foyer, parce que c'est déjà pas mal. Revenir avec 3 enfants, 3 garçons, c'est déjà toute une action, et je ne suis pas, non, je suis pas dans des associations ni dans des chamas, aux grandes dames de ma maman. En revanche, j'ai été militante à l'époque quand j'étais en droit, notamment quand j'ai fait du droit à Nanterre, où j'étais présidente de l'association des étudiants en droit. À l'époque où il y avait d'ailleurs des manifestations contre le gouvernement, les présidents d'associations d'étudiants étaient assez actifs et donc j'en faisais partie. Oui, j'imagine bien, d'autant plus qu'à notre époque aussi, on faisait des sittings dans les universités. Je viens d'une université Paul Valéry où c'était connu à Montpellier, l'une des facultés les plus actives. Alors, quel regard portez-vous sur la femme mahoraise? La femme mahoraise, désolée, mais je pense que c'est l'avenir de Mayotte.
si elle sait prendre les opportunités. Je pense qu'elles sont de plus en plus compétentes, nous sommes de plus en plus compétentes et en capacité, ce qui était plus difficile avant pour nos mamans, d'allier vie professionnelle et vie familiale. Elles sont le socle, puisque la société matriarcale mahoraise, elles sont le socle de la société. Et moi, je suis très, très admirative des femmes mahoraises qui avancent et qui développent. Je suis très, très heureuse d'apprendre qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneuses. Et j'attends avec impatience qu'il y ait une femme mahoraise qui prenne un jour la suite à la caisse de sécurité sociale. Donc, est-ce que de nos jours, il y a de plus en plus de prise de conscience sur cette capacité justement à être, entre guillemets, comme les hommes? Je pense que la prise de conscience, elle existait avant, mais aujourd'hui, on s'autorise un peu plus. Et puis aussi, il faut le dire, et ça, pour le coup, c'est un compliment vers les hommes, il y a de plus en plus d'hommes qui sont en capacité de le comprendre et de l'accepter. Je me souviens, quand je suis revenue pour travailler en 2003 à Mayotte, c'était très rare de voir des femmes mahoraises en dehors de leur chama ou de leur activité dite féminine ou de leur travail, de les voir en dehors de ça, au restaurant ou juste en réunion d'affaires extérieure. Il y avait un peu l'image de la femme de quelqu'un ne doit pas se montrer à l'extérieur, en dehors de son mari ou avec d'autres femmes. Et aujourd'hui, on va avoir des femmes qui tiennent des conférences, on va avoir des femmes qui développent et qui sont pas tout le temps aux côtés de leur mari. Donc je pense que la prise de conscience était là avant, mais on s'autorise un peu plus et puis surtout on a en tout cas les hommes qui l'acceptent en tout cas de plus en plus. Et puis elles doivent aussi oser de plus en plus par rapport à ce qui se passe actuellement. Oui, je pense que c'est ça. Alors au-delà de la femme mahoraise, parlons de la société mahoraise d'une manière générale. Là-dessus aussi, quel regard portez-vous sur cette société? Alors moi je dirais que c'est une société c'est comme un grand écart. On est à la fois parfois l'impression d'être très très en retard quand on compare aux autres sociétés, en tout cas en termes de développement économique et social, et puis en même temps on est très en avance. Je le vois dans le cadre du monde professionnel où on est parfois sur le management, parfois sur la connectivité, on est très très en avance parfois par rapport à certaines entreprises ou certains organismes de métropole. Après, globalement, moi je pourrais juste donner une anecdote en fait. En 86, on dormait les fenêtres ouvertes quand il faisait chaud, on n'avait pas la crainte d'avoir des intrusions, on était beaucoup plus serein à Mayotte. Je me souviens qu'en tant que jeune, alors aujourd'hui il y a prescription, maman, je suis désolée si tu m'entends, quand on avait fait des bivouacs à la cascade de Soulou en prétextant d'aller chez une tante à Ajangois, on n'avait pas la crainte de se faire agresser. Aujourd'hui, mon fils de 16 ans, il me dit je vais aller à tel endroit, j'ai besoin de savoir comment il va y aller, quand est-ce qu'il va rentrer et avec qui il sera, parce qu'il y a une crainte un petit peu de l'insécurité qui est sur Mayotte. C'est principalement ça que je regrette. Et puis un développement trop rapide parfois pour certaines choses, quand on voit les déchets, voilà, il y a vraiment, ça a été trop rapide pour certaines choses. Alors, dans cette rapidité, il y a aussi des domaines sur lesquels où on a du mal justement à suivre le rythme. Oui, le développement social aujourd'hui prend du temps. C'est vrai que la convergence des droits que nous attendons tous est sur une pente progressive, on va dire. Alors, revenons sur votre fonction. Vous êtes directrice de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et vous assurez l'intérim depuis août 2016. Et jusqu'à maintenant, vous êtes toujours en intérim, mais vous faites office officiellement, si j'ose dire, de directrice de la CCCM. Expliquez-nous. Alors l'intérim, il est statutaire en fait, tout simplement. Dans un premier temps, j'ai été intérimaire en tant qu'ancienne directrice adjointe au départ du précédent directeur. Puis il y a eu des appels à candidature qui sont revenus infructueux. Soit les candidatures ne convenaient pas, soit les candidats ne se projetaient pas sur Mayotte. Donc les caisses nationales, vous avez d'ailleurs rencontré sur ces plateaux Monsieur Amgar et Monsieur Mazori, qui sont des directeurs généraux qui étaient venus, m'ont demandé expressément dans une lettre de mission de poursuivre et de continuer mon intérim. Et, au minimum jusqu'en 2020 et on verra, parce qu'à partir de 2020, je suis titularisable. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui refuse les dérogations pour la simple et bonne raison que j'estime que j'ai passé un concours national. J'ai passé toutes les épreuves du concours national, donc c'est pas pour rentrer par la petite fenêtre dans une institution. Après, on verra, je vis les choses un peu au fur et à mesure et j'ai surtout la chance d'avoir un mari qui me soutient bien dans tout ça, donc que ce soit ici ou ailleurs, il accompagne mon projet professionnel.
Ce genre de soutien, c'est très important, je vous l'accorde. Alors, avant de revenir au projet, au défi rapidement de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, est-ce que c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis tout petite? C'est ce que vous voulez faire, travailler dans le social, ou vous aviez un métier de rêve, en quelque sorte? Pendant quelques années, ma petite enfant, j'ai rêvé, je voulais être pédiatre. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que je fasse d'abord des études où j'allais voir du sang. Ça m'a un peu freinée. Non, je ne dirais pas que ça a été tout de suite une révélation, mais en revanche, à la fin de mes études de droit, il s'est passé quelque chose, c'est un déclic. J'étais à Poitiers à l'époque et je devais passer le concours d'avocat, que j'avais déjà entamé d'ailleurs. Et je me suis rapprochée donc, de cabinets d'avocats où je travaillais avec eux. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui pouvait me... Je n'avais pas envie de ça, de la relation un peu pécuniaire avec le client, avec les clients. Et j'étais plutôt dans la partie offre de service. Et à ce moment-là, en 2003, j'apprends que la caisse la CPS va devenir CSSM avec l'arrivée de l'assurance maladie. Et tout d'un coup, ça a été une évidence pour moi, c'est de me dire mais je veux participer à l'aventure socio-économique de mon île. Donc voilà, j'ai fait une candidature à la base spontanée en juin 2003 et j'ai été retenue et puis l'aventure a commencé. Alors, dites-nous, quelle est la journée type d'une directrice d'une structure comme la vôtre qui frôle les 300 agents? Alors, elle commence très tôt. Parce qu'avant d'être ma journée de directrice, c'est la journée de maman. Donc elle commence juste après la prière du matin, 4h30, 5h, je suis tout de suite opérationnelle déjà pour les enfants. Et puis j'arrive à règle générale assez tôt au travail, parce que les journées à Mayotte de travail, elles sont courtes et on a justement l'impression qu'elles ne sont pas suffisantes. Il y a d'abord un tour un petit peu des coéquipiers, des collaborateurs pour faire le point. Et puis très vite, on rentre dans le vif du sujet. Comme on est sur du multibranche, on est très sollicité, je suis très sollicitée par l'ensemble des caisses nationales. Et comme on est sur un territoire, et vous le savez, qui est en évolution réglementaire régulière, les ministères également qui nous sollicitent, qui me sollicitent sur un champ un peu ce qu'on appelle la stratégie des politiques publiques. Après, il y a du management de service, les réunions de service, de décision, c'est ponctué tout ça par des rituels, des comités de direction, des réunions d'équipe, etc. Et puis, il y a le partenariat, c'est-à-dire que la Caisse de sécurité sociale est assez centrale, que ce soit sur la partie allocation familiale, développement social du territoire, comme pour la partie santé, comme pour la partie recouvrement. Donc, il y a beaucoup de réunions extérieures, mais surtout, je dirais que la journée type tourne autour de la consolidation d'une équipe. Moi, souvent, les gens me disent « oui, c'est la directrice, on ne vous voit pas beaucoup parce que je suis persuadée que c'est avant tout l'équipe. Vous avez parlé de 300 agents, pour moi, c'est une grande équipe. Et donc, c'est beaucoup de travail pour la directrice, en tout cas, c'est ma vision, en tout cas. Hein. C'est d'être d'abord au bureau auprès des équipes. De temps en temps, il y a des déplacements sur la métropole pour aller défendre les dossiers, mais c'est surtout d'être sur du management de proximité. Voilà. Alors, est-ce que vous arrivez, comment justement arriver à réconcilier vie de maman, vie de famille et vie d'une directrice avec des journées très chargées? Alors, il y a du soutien de mon mari énormément, des enfants qui sont franchement agréables parce que ils sont en capacité d'entendre un peu les aléas. Et puis surtout, moi j'ai des parents et des beaux-parents qui sont exceptionnels, qui nous soutiennent un peu sur la garde. Alors, quel est votre type de management? Alors j'ai un management qui est assez participatif. Je suis persuadée que l'adhésion des équipes de façon générale vienne que si on a participé soi-même au projet. Donc d'ailleurs, le projet d'entreprise de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, 2016-2018 et maintenant 2020, bientôt 2020 et 2022, on le travaille ensemble. En revanche, de temps en temps, il faut être aussi directif. Quand il y a des décisions, quand il faut trancher, il faut être allier les deux. Mais naturellement, j'ai plutôt un management participatif. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes l'aîné de la famille. Est-ce que quand on est l'aîné de la famille, on a une autre vision de management? Du management, alors effectivement, je suis l'aîné d'une fratrie de 3, avec une petite sœur et un petit frère.
L'aîné à Mayotte, surtout, très rapidement, est responsabilisé, parfois à l'insu de son plein gré, comme on dit. Et donc, on a effectivement tendance à prendre le leadership assez facilement. Je ne sais pas si c'est ma qualité d'aîné ou ma qualité de fille militaire qui m'a emmenée vers ces fonctions de dirigeant. En tout cas, l'alliance des deux plutôt, donne aujourd'hui ma personnalité en tant que directrice. Au niveau de la caisse de sécurité sociale, les enjeux sont énormes parce que vous l'avez dit, vous englobez plusieurs branches. Il y a l'assurance maladie, il y a la CAF, retraite, URSAF. Expliquez-nous un petit peu. Effectivement, contrairement à des organismes qu'on dit monobranches en métropole, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est quand même une constitution unique, le président du conseil de la Caisse, c'est le président d'un conseil unique, puisque nous sommes effectivement sur 5 branches, alors que dans d'autres organismes, maximum, c'est 4 branches. Donc les enjeux, ils sont surtout au regard du développement du territoire. Si on était la Caisse de Mayotte, entre guillemets, aujourd'hui, sur un organisme déjà particulier, mais sur un territoire lambda, où les directeurs ne font qu'appliquer les textes, les enjeux seraient différents. Mais nous, on est obligé d'intégrer l'évolution progressive des droits, l'évolution progressive de la politique sociale dans nos enjeux de branche. Donc ça veut dire qu'effectivement, on va servir les assurés sociaux de Mayotte avec les textes actuels, en ayant en perspective l'évolution vers le droit commun. Bien, en 2022, si tout va bien, par exemple, la CMU-C. On va servir les allocataires aujourd'hui existants à Mayotte en ayant quand même en prévision, en perspective, l'évolution des droits vers l'ensemble des prestations familiales, etc., etc. Donc il faut être aussi auprès des cotisants, où là, c'est compliqué, parce que prélever des cotisations sur un territoire qui est économiquement en difficulté, c'est aussi être en capacité d'être à l'écoute des cotisants, réussir à bien communiquer vers eux pour leur éviter d'être en difficulté. Et puis sur la partie retraite, vous connaissez la situation de nos retraités, c'est un enjeu important individuellement pour chaque retraité, mais collectivement, c'est un enjeu de suivre l'évolution des pensions de retraite pour l'avenir. Et entre-temps, il y a eu le mariage avec la CAF. Alors tout à fait, depuis 2015, je pensais que vous alliez parler de mon mariage, parce que c'est effectivement aussi en 2015. Mais effectivement, en 2015, la loi de financement de sécurité sociale a rattaché les allocations familiales à la caisse de sécurité sociale. Alors ça s'est fait doucement, parfois brutalement pour certains agents. Aujourd'hui, je pense que, ne pas me tromper, globalement on a une cohésion en tout cas, mais le public l'a compris avant nous. Parce que le public mahorais, il se dit, quand j'appelle pour avoir une question sur mes indemnités journalières maladie, je suis peut-être aussi allocataire, j'ai besoin d'avoir une réponse, je suis peut-être aussi retraité, je voudrais savoir où est-ce qu'on en est alors si on a des indemnités journalières maladie, c'est pas, mais retraité, et puis aussi en tant que cotisant. Donc ils ont compris, le public a compris beaucoup plus vite parfois que nous, que finalement on était une entité qui pouvait répondre à tout. Vous avez parlé tout à l'heure d'évolution, et ces 2 dernières années, la Caisse, comme on l'appelle communément, a connu également plusieurs mutations, nouveaux locaux, des fusions, etc. Là aussi, c'est un autre regard que vous portez sur cette structure. Oui, alors pour comprendre ce que vit et l'accompagnement nécessaire, il faut se dire que ce que vit la Caisse sur 2-3 ans, des organismes ailleurs le vivent sur 10 ans, parfois sur 20 ans. Donc il y a une capacité du personnel, et je profite de l'occasion pour le saluer, une capacité du personnel qui est vraiment reconnue nationalement à intégrer très rapidement les changements auxquels on doit faire face. Comme vous l'avez dit, donc il y a des nouveaux locaux. Alors on n'est pas encore dedans. Nous serons peut-être que vous allez déménager d'ailleurs avant nous. Nous, c'est prévu en novembre 2019. Alors ça, nous, on sera avant vous certainement, puisqu'il y a eu un petit peu de retard sur les livraisons diverses et variées. Mais des nouveaux locaux. Alors ils sont magnifiques. C'est vraiment, on va servir enfin le public de la Caisse dans des endroits qui mérite, que mérite la population. Mais derrière, ça demande une exigence supérieure. C'est-à-dire que quand on arrive dans des super locaux, j'imagine que vous, en tant qu'usager, vous dites certainement, c'est magnifique, derrière, il faut que j'ai le service qui va avec. Service adéquat. Tout à fait. Et ce travail-là, on le fait actuellement avec un plan de formation qui est très, très ambitieux, qui accompagne la montée en charge de compétences du personnel.
La Caisse a également subi des changements, comme vous l'avez dit, le rattachement d'une branche. Ça se fait en accompagnant le personnel, ça se fait aussi en accompagnant le volet politique de la Caisse, puisque le volet politique, c'est le conseil. Notre président, c'est Salim Naouda. Et donc, c'est de travailler ensemble pour mettre en place la politique de la Caisse. Et puis la Caisse a subi, comme les autres entreprises, comme les particuliers, parfois les mouvements de grève ou sociaux qui peuvent bloquer l'île. Et notre objectif, c'est de pouvoir assurer la continuité du service public, même en cas de blocage comme on l'a connu en 2018, où on a quand même réussi à payer, là encore je salue le personnel de la Caisse, à payer les retraites, à assurer à minima, même si tout n'est pas parfait en tout cas, à assurer le minimum des paiements attendus. Donc est-ce que vous êtes consciente justement de ce poids? Parce qu'on peut dire que les enjeux sociaux de Mayotte passent forcément par vous. La protection sociale est un enjeu majeur, donc j'imagine que vous êtes vraiment conscient de ce défi à relever. Je pense que je suis consciente et sincèrement le personnel globalement de la Caisse en est conscient. Après, la limite c'est que nous ne sommes malgré tout que des exécutants. C'est-à-dire que si le texte lambda ne prévoit pas l'extension de tel ou tel dispositif, on ne pourra mettre en place que les prestations ou payer que les prestations qui sont prévues. Donc la conscience s'arrête là. Et après, c'est du lobbying plutôt politique qu'on peut avoir en précisant, attention, en alertant les parlementaires, en disant sur tel ou tel texte, il serait peut-être intéressant de se poser la question de pourquoi Mayotte est exclue dans le domaine de la protection sociale. Comment vous voyez la Caisse de sécurité sociale de Mayotte dans quelques années ? Dans quelques années, je vois une caisse de sécurité sociale qui sera un exemple pour les autres caisses de sécurité sociale ou organismes ailleurs. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a une caisse où il y a du personnel qui est globalement assez jeune, à l'instar de la population de Mayotte, donc qui est en capacité d'être en avance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en avance sur les technologies, le développement d'accompagnement et d'offres de services. Je vois une caisse performante dans quelques années parce qu'on aura complètement intégré la relation au public. Ce qui nous manque aujourd'hui, concrètement, c'est une bonne communication. Je pense que vous avez vu la différence depuis 2 ans où la Caisse accompagne et communique, mais c'est une communication encore plus accrue sur nos offres de services pour mieux accompagner notre public, en fait, tout simplement. Et puis, la Caisse de demain, pour moi, c'est la Caisse, encore une fois, pour la population de Mayotte et avec la population de Mayotte. En tout cas, pour le moment, la Caisse a une directrice dynamique. Vous êtes une femme et à l'heure de parité, on approche les élections municipales. Sincèrement, est-ce qu'on vous a déjà sollicité pour intégrer une équipe pour les élections municipales? Alors, je suis honnête, oui. Et je suis également honnête, je ne serai jamais engagée sur Mayotte et ailleurs, d'ailleurs, dans des mandats ou dans des positions politiques, parce que ce n'est pas ma vision, en tout cas c'est personnel. Je ne me vois pas accompagner comme il le faut un territoire du côté politique. Je suis plutôt du côté technique, moi, et plutôt en développement social du territoire. Donc, voilà. Donc c'est une porte que vous fermez complètement. Définitivement. Définitivement. On a bien compris, on est presque à la fin de cette émission. Si vous avez un conseil à donner justement aux femmes mahoraises ou aux jeunes filles ou femmes qui nous écoutent en ce moment, quel serait ce conseil? D'oser, d'y aller et d'aller au bout des études ou des formations ou d'aller chercher les concours. Il n'y a que la légitimité, pour moi en tout cas de la compétence, qui nous permet de dire je suis à ma place parce que je l'ai mérité. Pas parce qu'on pense que je suis la femme d'eux, la fille d'eux, etc. Je suis à ma place parce que j'ai de la formation, j'ai passé le concours, parce que j'ai travaillé et j'ai prouvé que je pouvais être là. Les femmes de Mayotte, elles doivent y croire et surtout, bien sûr, elles ne doivent pas laisser de côté leur vie de femme et de mère parce que c'est ça mon équilibre. Donc c'est faisable, les deux? Tout à fait. Aujourd'hui, et d'ailleurs la Caisse de Mayotte, alors je reviens, j'en profite, la Caisse de Mayotte va dans ce sens-là puisqu'on a une politique de développement des crèches et de l'accueil de garde d'enfants, de soutien à la politique de loisirs des jeunes qui peut permettre justement, parce que c'est ça, une femme, parfois on se dit pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Parce que je ne peux pas faire garder mes enfants et parce que je préfère rester à la maison. Et aujourd'hui,
Heureusement, malheureusement, je ne sais pas, nos grands-mères, nos tantes, nos mères ne sont plus aussi disponibles qu'elles l'étaient avant, parce qu'elles ont eux-mêmes de l'activité, et puis parce qu'il y a de la mobilité, les gens voyagent, et ne sont plus comme avant sur Mayotte pour garder les enfants. Donc ça, il faut pour avoir la possibilité, il faut qu'il y ait plus de crèches. Je ne sais pas si vous savez combien de places de crèches on a à Mayotte, on n'en a même pas 260, alors qu'il y a potentiellement plus de 10 000 enfants de moins de 3 ans qui pourraient être admis dans les crèches. Donc vous voyez tout le travail qu'on a à faire pour pouvoir proposer du rattrapage sur cette garde de l'enfant. Pour finir, est-ce que vous avez déjà été confronté à des actes sexistes ici à Mayotte? Non. Non, sincèrement, de temps en temps on entend, c'est des petites remarques, mais ça reste quand même sur dans le respect en tout cas de la femme. Non, personnellement, sexiste jamais. Parfois, c'est plutôt sur les origines qu'on va attaquer à Mayotte plutôt que sur le sexe. Merci beaucoup Iman Ali Hamidi Chamfi d'avoir été l'invité de la semaine. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. On se retrouve à très bientôt. Merci.